Merci mesdames, messieurs de choisir Equinox Télévision. Bienvenue au 20h. Budget 2014 au Cameroun, le texte de la loi qui l'accompagne reste toujours attendu à l'Assemblée nationale. Les députés disent leur inquiétude sur l'absence du texte au vu du nombre de jours de la session ordinaire qui accourt en ce moment. Halte aux violences faites aux femmes, la communauté internationale marque un temps d'arrêt ce jour pour dénoncer ce type de comportement à l'endroit de la mère de l'humanité. Au Cameroun, les femmes parlent à visage découvert des maltraitances dont elles sont victimes, chose qui n'était pourtant pas possible il y a quelques années. Il faut dire que ce sujet n'est plus tabou chez nous. C'est d'ailleurs le sujet qui nous intéresse en deuxième partie de ce journal. Une dame est notre invitée. Enfin, mondial brésilien, le match Cameroun-Tunisie joue les prolongations dans les bureaux de la FIFA au sujet de la nationalité de Joël Matip et de Choupo-Moting. Eh bien, la Tunisie a porté des réserves auprès de l'instance fêtière du football mondial pour contester la nationalité de ces joueurs. Voilà pour les titres. Retrouvons-nous juste après pour le développement. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons cette édition d'information en nous rendant dans la région du nord-ouest Cameroun pour parler d'insécurité avec ces deux présumés malfrats qui sont tombés dans les mailles de la police de la ville. Il est reproché à ces infortunés d'être les auteurs de multiples agressions à main armée ainsi que des cambriolages dans cette ville. Pour en avoir plus de précisions, voici le reportage de Sandine Yamga. Les populations de Rendez-vous Kwata à Bamenda se sont comme donné rendez-vous dans cet établissement sanitaire qui accueillait un malade peu ordinaire. Elles voulaient en découdre avec ce présumé malfrat présenté comme un repris de justice. Ces populations racontent que le cambriolage de 2 magasins n'est qu'un fait parmi tant d'autres à mettre à l'actif de ce présumé malfrat et de ses compères. Si la police réussit à tuer cette personne, on sera tranquille au quartier. Parce que le petit frère-ci, il est en train de nous terroriser au quartier mal mauvais même. Il marche avec les larmes dans la journée même. Il n'a pas peur de quelqu'un, il fume le mbanga n'importe où, il n'a pas peur. Lors de ce vol, il a été pris en flagrant délit par des forces de l'ordre qui lui ont planté une balle dans la jambe pour le neutraliser. Avec l'interpellation des 2 membres de ce gang aux dernières nouvelles, les habitants de Rendez-vous Kwata à Bamenda affirment pouvoir peut-être dormir désormais tranquille. Rendons-nous à présent à l'hémicycle de Ngouaikele à Yaoundé où la session ordinaire se poursuit, mais les députés déplorent l'absence du texte de loi portant sur le budget de 2014. Certains membres de la Chambre basse pointent ainsi un doigt accusateur sur le gouvernement par rapport à ce retard qu'accuse ce texte. Les précisions avec Élisée Mbogba et Yannick Bazoua. L'arsenal juridique sur l'examen et l'adoption du budget stipule que le budget soit déposé 15 jours avant l'ouverture de la session et que ce budget devrait être adopté au plus tard 20 jours à compter de la date d'ouverture de la session. Mais aujourd'hui, le texte de loi portant sur le budget 2014 du Cameroun n'est toujours pas sur la table de la Chambre basse. Un retard que critique énormément l'opposition. Le budget exécuté à partir du 1er janvier. Bon, mais nous sommes aujourd'hui le 25 novembre et nous n'avons pas encore eu les documents. Donc avec ce retard, je crois qu'il y a déjà un problème, du manière ou d'une autre, il y a déjà un problème. À la question de savoir à qui la faute, c'est le gouvernement qui ne veut pas respecter les règles de procédure, les lois que nous adoptons et qui sont promulguées par le président de la République. Mais le gouvernement met l'Assemblée dans une difficulté et ceci reflète exactement notre niveau de développement dans le pays. Pendant ce temps, la Commission des finances pense que ce retard est justifié. Vous avez d'abord l'environnement du double scrutin des législatives et municipales. On vient de sortir d'une élection. Nous avons ensuite la nécessité de rénover le système d'information et de gestion avec le passage du budget de moyens au budget programme. Par ailleurs,
Toute la Chambre basse est unanime qu'il y a urgence à modifier le temps imparti pour les différentes sessions. Il faudrait effectivement qu'il y ait une modification dans la durée des sessions parlementaires afin de permettre que la navette parlementaire entre le Sénat et l'Assemblée nationale puisse se faire avec beaucoup plus d'efficacité et de cohérence. Oui, je crois que tout le monde est unanime aujourd'hui, que ce soit le gouvernement ou la représentation nationale, que ces délais doivent être, qu'on doit les réviser. Ouverte il y a plus d'une semaine, la session budgétaire n'a toujours pas entamé son véritable parcours, à savoir l'examen et l'adoption du budget 2014. Eh bien, à défaut de ce texte de loi portant sur le budget de 2014, signalons que les députés de l'Assemblée nationale ont été à l'école des politiques et des finances publiques. C'était au cours d'un séminaire organisé à leur intention. Retrouvons une fois de plus Élisée Mbogba et Yannick Mbazoa. Pour être pays émergent à l'horizon 2035, le Cameroun a deux grands défis à relever. Il faudrait qu'il triple pratiquement son PIB par habitant qui est aujourd'hui de l'ordre de 1 250 $ par habitant. Il faudrait qu'on ait un taux de croissance de l'ordre de 7 à 8% de manière soutenue sur les 20 prochaines années. Et pour ce faire, les députés ont un rôle central dans ces défis puisque c'est cette chambre qui légifère les lois au Cameroun, d'où l'urgence à maîtriser les politiques publiques. Les politiques publiques touchent tous les secteurs de la vie nationale. Les secteurs de l'éducation, de l'économie, de la santé, de l'emploi. C'est ça les politiques publiques. Les politiques publiques, comme on dit, fixent le cap. Et notre objectif justement, c'est de connaître ce cap afin de l'infléchir positivement. Et c'est ce qui justifie ce séminaire d'impréhension des parlementaires sur les politiques et les finances publiques. Il faut connaître les politiques publiques, il faut connaître les finances publiques. Et c'était ça l'objectif du réseau parlementaire Espérance Jeunesse, de faire dans cette mue de l'élu de la circonscription afin qu'il devienne véritablement le député à la nation, afin qu'il soit plus efficace dans son rôle de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement. Durant ce séminaire, la 9e législature trouvera des réponses sur les questions tournant. Notamment dans le domaine des finances publiques, dans le domaine d'identification des opportunités pour le développement du Cameroun, l'amélioration de l'environnement des affaires pour pouvoir attirer les investisseurs étrangers au Cameroun et les investisseurs locaux, bien naturellement, pour mobiliser davantage les recettes publiques, les recettes fiscales publiques. C'est un véritable défi, n'est-ce pas ? Pour que le gouvernement puisse avoir les moyens de réaliser cette politique. Si on n'est pas capable de mobiliser suffisamment de recettes publiques, on n'aura pas les moyens de réaliser cette politique-là. Sous le thème « Connaître le Cameroun pour mieux le servir », ce séminaire organisé par le réseau des parlementaires Espérance Jeunesse a pour principal objectif faire de l'élu de la circonscription le député de la nation. Violence faite aux femmes, eh bien le tabou est de plus en plus levé au Cameroun. Les femmes victimes de toutes sortes de sévices dans notre pays se dévoilent et dénoncent en même temps leurs bourreaux, ceux à visage découvert, ce qui n'était pas possible il y a quelques années, ce qui signifie que dans ce cadre, il y a beaucoup d'avancées. C'est le constat qui se dégage au moment où la communauté internationale se mobilise pour aller à l'encontre de ces sévices dont sont victimes la plupart des femmes. Je vous propose d'ailleurs de suivre quelques-unes dans ce reportage de Roméo Mbanga et Flore Tamko Bensi. Des femmes battues, victimes de harcèlement sexuel et viol, soumises à des rites de veuvage se répertorient partout au Cameroun. Les violences faites aux femmes demeurent une réalité au pays. Ici à Douala, en plus des violences conjugales, des violences faites à la petite enfance, comme les viols de petits enfants que nous avons vécu ces derniers mois dans notre société. Vous retrouvez aussi les violences qui sont faites aux veuves dans le droit de succession. Donc beaucoup de veuves ont de la peine de pouvoir récupérer les biens que laissent leurs époux. Nous avons les universités ici, les jeunes filles et les étudiantes vivent le harcèlement sexuel en milieu estudiantin. La sensibilisation sur le phénomène porte déjà un peu de fruits, malgré le fait que plusieurs femmes
n'osent pas jusqu'ici dénoncer les violences qu'elles subissent au quotidien. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des familles aujourd'hui où il n'y a plus de rite de veuvage. Au-delà des rites de veuvage, aujourd'hui, les femmes dénoncent de plus en plus. On se rend compte que devant les tribunaux, vous retrouvez des procédures de viol. Ça veut dire que les gens sont plutôt en train de délier les langues parce que ça se passait sous silence dans les familles. Les violences faites aux femmes sont certes réprimandées par le code pénal, mais pourraient encore plus diminuer avec l'avènement du code de la famille, en gestation depuis plusieurs années au Cameroun. Il y a beaucoup de domaines de la femme que ce code va régler, surtout dans la situation de la femme et de la famille. Dans la famille, où les associations sont en train de se mettre en mouvement pour que, enfin, avec le grand nombre de femmes qui sont rentrées dans l'Assemblée aujourd'hui, que ce code sorte dans des tiroirs. Des acteurs engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes affirment tout de même poursuivre le combat. Eh bien, je vous donne rendez-vous en deuxième partie de ce journal, car c'est le sujet qui nous intéresse avec notre invité. La réflexion sur l'avenir du bassin du Niger, et c'était donc ce jour sur les berges du Mfundi à Yaoundé. C'était à la faveur de la 32e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Niger. Au rang des préoccupations des experts des 9 pays membres, il y a entre autres la gestion durable des eaux et le respect de l'environnement et des ressources. Sur l'enjeu de la réserve donc, du bassin du Niger, je vous propose de suivre la réaction du docteur Djibrila Maïga. Il est ressortissant du Mali. Le bassin versant du fleuve Niger, c'est cet espace qui contient, si vous voulez, les ressources naturelles du bassin du Niger au niveau de tous les pays. Quand on parle de ressources naturelles, on parle de l'eau. On parle des ressources forestières et des ressources halieutiques. Nos pays vivent de ces ressources naturelles. Avec la démographie galopante, ces ressources naturelles sont en situation de péjoration. Si on n'y prend pas garde, il arrive un moment où il y aura un déséquilibre. Donc, l'objectif premier de la BN, c'est la gestion durable des ressources naturelles du bassin du Niger. Quand vous prenez les fleuves, vous savez que ces fleuves ont un potentiel hydroénergétique. C'est à partir des fleuves que nous procédons à l'irrigation des terres, donc à l'intensification de la production agricole. Au niveau de l'autorité du bassin du Niger, un certain nombre d'actions sont en train d'être prises de manière non seulement à utiliser cette force énergétique des ressources en eau, mais aussi faire en sorte d'assurer une sécurité alimentaire à l'échelle du bassin. Parlons à présent de l'usine d'assemblage des tracteurs de Bolova dans la région du Sud Cameroun pour dire que le délai de livraison est dépassé de 6 mois. Depuis le lancement des travaux en 2011, le chantier n'est toujours pas achevé. Le ministre de l'aménagement du territoire, Nganou Djoumissi, était dans le chef-lieu de la région du Sud ce week-end. Les précisions avec Roger Takala et Nadine Yambou. Sur le site du chantier de construction des tracteurs de Ngalan, les travaux avancent à petits pas. La livraison du chantier était prévue pour mai 2013, mais jusqu'ici, on joue les prolongations. À cette allure que prennent les travaux, on est loin de voir sortir le premier tracteur de la chaîne d'assemblage. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire vient se rassurer de l'évolution des travaux. Emmanuel Nganou Djoumissi reconnaît que beaucoup reste encore à faire. Ce qui nous reste aujourd'hui, c'est l'achèvement des magasins de stockage du tracteur et la mise en place de la chaîne d'assemblage. S'agissant de l'assemblage, c'est une opération que nous conduisons avec nos partenaires. Les 6 ingénieurs qui sont concernés vont arriver la semaine prochaine. Une fois le chantier achevé, près de 4000 équipements agricoles seront prêts à être utilisés. Restons dans le cadre agricole pour signaler que le ministre camerounais de l'Agriculture et du Développement rural a donné une conférence de presse à Douala ce week-end
pour annoncer l'édition 2013 de l'initiative Téléfoot qui se tient le 27 novembre prochain dans la capitale économique du pays. Téléfoot est un concept dont l'objectif est de collecter des fonds au cours d'une soirée de gala pour soutenir le gouvernement camerounais dans la lutte contre la famine. L'année dernière, 87 millions environ ont été collectés et cette année, le défi est de multiplier par 2 ce chiffre. Cette initiative conjointe du FAO et du gouvernement camerounais a permis à Printemps à financer jusqu'ici 108 projets dans la production des porcs, dans la volaille, du poisson et dans les cultures vivrières et maraîchères. Je propose à présent de suivre un extrait du ministre de l'Agriculture et du Développement rural qui revient sur les enjeux de Téléfoot 2013. Téléfoot a été mis en place pour permettre aux pays comme le Cameroun de mobiliser des ressources additionnelles afin de soutenir la mise en place de petits projets au niveau des ménages pour donner un coup de pouce à l'agriculture familiale. Vous savez très bien que l'agriculture familiale n'a pas de moyens. Donc, le petit coup de pouce qu'on donne à ces micro-projets permet de produire et de générer des excédents. Parce que celui qui produit au niveau villageois ne peut vendre que s'il lui reste de quoi manger. Donc, plus il y a d'excédents, plus il y a de la nourriture sur le marché, moins cher sera le bol alimentaire, donc moins cher sera le coût de la vie pour la plupart de ceux qui résident dans les grandes agglomérations comme Douala. À l'étranger, Mali, les Maliens étaient aux urnes dimanche pour le cadre des élections parlementaires. Il s'agit là de l'étape finale du retour de ce pays à la démocratie. Les précisions avec les confrères de CCTV. Il n'y avait pas d'immense file lorsque les bureaux de vote ont ouvert à Bamako. Les élections parlementaires n'ont pas suscité le même niveau d'excitation que pour la présidentielle un an plus tôt. Mais ceux qui votent à ces élections considèrent qu'il s'agit d'une étape essentielle que doit franchir le Mali. C'est une étape décisive pour nous et le peuple malien a tiré les leçons et le peuple malien est en train de s'assumer pour le changement souhaité. De nombreux Maliens considèrent ce vote comme un nouveau départ, une chance de changer le système du consensus politique que les précédents gouvernements élus démocratiquement ont favorisé et de mettre un terme au désarroi politique suite au coup d'État de l'année passée. So people have high hopes for these elections. Absolutely, and Malians expect the new Congress to deliver on reconciliation, fight against corruption and fixing the northern problem. En dépit de la reprise des violences dans la ville de Kidal, au nord du pays, où 2 journalistes français ont été tués en début de mois, les élections sont organisées sous haute sécurité. The government willing to hold elections in Kidal. Je pense que la volonté du gouvernement d'organiser des élections à Kidal envoie un message fort au monde entier que nous sommes un gouvernement légitime, que nous disposons d'un certain pouvoir, que nous pouvons contrôler nos territoires et imposer la sécurité. Un message fort est nécessaire, pas uniquement pour la communauté internationale, mais également ici. En sport, football, contestation de la nationalité camerounaise de Joël Matip et de Choupo-Moting, la FECAFOOT s'est dit sereine quant à l'issue des réserves de qualification portées sur ces 2 joueurs par la Tunisie. La FIFA a donné 48 heures à l'instance fêtière du football national de répondre à la requête tunisienne. Joël Essengue et Marcelin Gansop. C'est au terme de la rencontre du 17 novembre dernier que les Tunisiens ont émis des réserves de qualification. Les Aigles de Carthage contestent la nationalité de Joël Matip et Eri Marsim Choupo-Moting. D'après les Tunisiens qui ont saisi la FIFA, les 2 joueurs ne remplissent pas les conditions pour jouer avec les Lions indomptables du Cameroun. Un argument balayé du revers de la main par les responsables de la Fédération camerounaise de football. Le département des compétitions a passé tout le week-end à travailler sur ce dossier et a préparé une note
qui sera transmise sous pli fermé à la FIFA. Le courrier devrait partir normalement ce lundi soir. L'instance fêtière du football mondial a donné jusqu'à jeudi au Cameroun pour lui faire parvenir sa réponse par rapport à la requête tunisienne. En attendant l'issue de cette affaire, les responsables de la FECAFOOT, qui n'ont pas souhaité s'exprimer pour l'instant, se disent sereins. Cette sérénité est d'autant plus affirmée que Joël Matip et Choupo-Moting n'étaient pas à leur première expérience avec les Lions indomptables du Cameroun. Ils ont disputé la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud sans que le problème de leur nationalité ne se pose, à moins de soupçonner une complicité entre la FIFA et les autorités camerounaises. Parvenus au barrage, à la suite de la disqualification du Cap-Vert, les Tunisiens espèrent une autre disqualification, celle du Cameroun, pour arracher le ticket qualificatif pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. À la Fédération camerounaise de football, on n'est point ébranlé par la requête tunisienne qui aurait 0% de chance d'aboutir. Les Camerounais, qui n'ont pas fini de savourer la qualification des Lions indomptables, retiennent leur souffle, suspendu à la décision finale de la FIFA. Rappelons que sur le terrain, Samuel Eto'o-Fils et ses coéquipiers avaient laminé les Tunisiens sur le score de 4-1. Eh bien, il faut signaler à la suite de Marcelin Gansop que la FECAFOOT a bel et bien envoyé à l'attention de la FIFA le document administratif de Joël Matip et de Choupo-Moting. Notons que les dirigeants tunisiens ne reconnaissent pas, disent que Joël Matip et Choupo-Moting n'ont pas été autorisés par la FIFA à porter le maillot des Lions indomptables. Eh bien, comment ces deux lions sont-ils arrivés au sein des Lions indomptables? Esquisse de réponse avec Jean-Paul Chouniat. Éric Maxime Choupo-Moting et Joël Matip font partie des 4 métis de Paul Le Guen détectés à la veille de la Coupe du Monde 2010. Né d'une mère allemande et d'un père camerounais, Joël Matip intègre la tanière le 3 mars 2010 au cours du match amical contre l'Italie à Monaco. Essai concluant pour le germano-camerounais, Paul Le Guen le retient dans la liste des 23 pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Appelé précédemment le 23 décembre 2009 pour disputer la CAN 2010, Joël Matip ne peut point prendre part au tournoi suite aux problèmes administratifs. Joël Matip a évolué avec les catégories inférieures de la Mannschaft, tout comme son compatriote Éric Maxime Choupo-Moting, lui aussi né d'un père camerounais et d'une mère allemande. La Fédération internationale de football association l'autorise à porter le maillot des Lions à presque une semaine du coup d'envoi de la Coupe du Monde sud-africaine. Choupo-Moting confirme tout le bien que Paul Le Guen pense de lui en marquant un des 3 buts en amical contre la Serbie. Choupo-Moting comme Joël Matip ont disputé les éliminatoires des CAN 2012, 2013 et la Coupe du Monde 2014. Au moment où les deux joueurs ont déjà la tête à leur deuxième Coupe du Monde avec les Lions indomptables, la Tunisie vient jeter du doute sur la camerounité des deux valeureux Lions, après leur brillante qualification à Brésil 2014 devant les Aigles de Carthage. Selon des dispositions de la FIFA régulant la convocation des binationaux en sélection nationale, tout footballeur n'ayant jamais évolué avec l'une des équipes seniors a le droit de choisir celle qui lui convient. Ainsi, Choupo-Moting et Joël Matip, n'ayant jamais porté le maillot de la Mannschaft, la sélection nationale allemande, ne sauraient faire l'objet d'une contestation quelconque pour leur présence dans la tanière, expliquent les experts. Seule une constitution de faux dossiers administratifs pourrait donner raison aux dirigeants tunisiens qui ont émis des réserves sur la nationalité camerounaise des deux joueurs après leur défaite 1-4 au dernier match qualificatif à Brésil 2014. De la réclame au bas de la première partie de ce journal, fin d'année académique en rose pour les étudiants de l'Institut de Management et de Maintenance Informatique. Ils ont reçu des diplômes de fin de formation au cours d'une cérémonie qui aura permis d'apprécier le rôle que joue cette institution dans le domaine de la formation aux technologies de l'information et de la communication. Reportage. The Institute of Management and Information Technology, l'Institut de Management et de Maintenance Informatique, IMIT, prime ses meilleurs étudiants. La double cérémonie de sortie officielle et de remise des parchemins aux étudiants arrivés en fin de formation pour le compte de l'année académique 2012-2013 s'est tenue à Douala. À cette occasion, IMIT a reçu la promesse ferme du soutien des pouvoirs publics en raison de l'expérience acquise dans le domaine de la formation en maintenance informatique. À travers les subventions, l'État les aide de pouvoir soutenir certaines de ces factures. Étant donné que nous avons vu que IMIT a montré ses preuves
Nous sommes sûrs que dans les années à venir, IMIT sera parmi ceux qui vont avoir les bourses et les subventions. Après plusieurs années de déploiement, IMIT a donc fini par conquérir les cœurs. Ceci grâce à une formation axée sur le développement de la nation à travers le développement de l'individu. La formation se passe d'une manière pratique. Je donne un petit exemple. Quand nous formons en comptabilité, nous formons aussi en Microsoft Office, Word, Excel, Access. Nous formons au moins un logiciel que les comptables utilisent, par exemple SARI. Quand nous formons en fiscalité, nous faisons les enfants traiter les documents de la fiscalité en classe. Donc quand ils sortent, ils vont travailler. Ça veut dire que l'environnement de travail ne serait pas très différent de ce qu'ils ont déjà expérimenté en classe. De par sa devise Professionals for Development, P4D, Institute of Management and Information Technology met un accent sur la formation des créateurs d'emplois et non pas les chercheurs d'emplois. La formation nous a aidé beaucoup parce que ça nous offre plus de chances pour avoir des emplois. Et en plus, chacun, après la formation, peut avoir un truc à lui seul dans lequel il peut exercer ses fonctions, dans lequel il a fait la formation. Parmi les offres de IMIT, il y a le Cisco Academy. À travers ce système, comme beaucoup d'autres, IMIT se donne pour ambition de combler les attentes de nombreuses entreprises. Nous avons constaté que même quand les étudiants quittent des universités, on parle du taux de chômage qui est élevé. Parfois, même les employeurs trouvent les mêmes difficultés, à savoir à trouver la personne qui peut lui donner le service qu'il veut. Il y a un manquement entre la formation et les besoins de l'employeur. On comprend alors pourquoi des employeurs sollicitent IMIT pour rehausser le niveau de performance de leurs employés. Je suis employée déjà. Donc, mon employeur a trouvé bon pour moi de rentrer dans un centre de formation professionnelle pour avoir certains acquis dans le domaine. Ça a été pour moi l'opportunité de découvrir l'école IMIT School, P4D exactement. Donc, à cette école, j'ai pu me former en assistante administrative. J'ai pu acquérir certaines connaissances encore dans le domaine professionnel. Pour cette cérémonie de sortie officielle et de remise des parchemins aux meilleurs étudiants, 50 apprenants ont été primés, à savoir, pour le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, 16 en fiscalité et gestion financière, 8 en assistance administrative et 5 en secrétariat bilingue. Pour le Cisco Academy, 10 étudiants ont été primés en maintenance et administration réseau CCNA, 2 en base de données. Eh bien, mesdames, messieurs, retrouvons-nous juste après cette transition. Nous allons revenir sur cette journée consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes. Eh bien, la journée du 25 novembre de chaque année est donc consacrée par la communauté internationale pour dire non aux violences faites aux femmes. Et pour en parler sur ce plateau, nous recevons une dame, Elise Ndjike, épouse de Tchinda. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Pascal. Il faut signaler à nos téléspectateurs que vous êtes une femme qui milite beaucoup pour la cause des femmes et leur bien-être. Alors, vous avez suivi dans ce journal un reportage qui a été consacré sur cette actualité. Un commentaire par rapport aux images que vous avez vues? Ma réaction par rapport à ce documentaire est une réaction de frustration et de déception. Au vu des images choquantes que nous avons pu voir dans ce documentaire, je me demande comment, en plein XXIe siècle, dans un pays comme le nôtre, des individus peuvent continuer à commettre de pareils sévices sur des êtres semblables à eux. Donc c'est une déception pour moi par rapport à tout ce qui se passe. Alors on peut également se poser des questions. Comment est-ce que l'homme peut en arriver jusqu'à cette étape-là? Est-ce que qu'est-ce qui peut, d'après vous, vous êtes en même temps également mère et épouse, comment est-ce qu'un homme peut en arriver jusqu'à cette étape-là? Je me pose également la même question parce que je me dis l'homme comme la femme sont des créatures de Dieu. Et de ce fait, devraient se respecter mutuellement. Donc, que des hommes arrivent à poser de pareils actes, moi, je ne comprends pas.
Je n'arrive pas à comprendre. Bon voilà, cette journée, on se rappelle que au cours du 8 mars dernier, le 8 mars de l'année en cours, qui est également consacré à la femme, on a choisi comme thème « Stop aux violences faites aux femmes ». Ça signifie que cette situation se vit de façon régulière au Cameroun. Quelle est la situation? Est-ce que vous avez l'impression que les femmes sont victimes de violences aujourd'hui plus qu'il y a de cela 10 ou 15 ans? Effectivement, Pascal, la situation est réelle, ce n'est pas de la légende. Nous venons de voir des illustrations dans le documentaire et ce que nous avons vu dans le documentaire ne représente qu'une goutte d'eau dans la mer. Il y a plein de femmes que je peux qualifier de majorité silencieuse qui vivent ces atrocités tous les jours. Et lorsqu'on parle de la violence contre les femmes, il s'agit de la violence sous toutes ses formes. Parce que nous avons vu là des violences physiques, mais la violence contre les femmes ne se limite pas seulement à la violence physique, mais il y a beaucoup d'autres formes, les violences morales, les violences psychologiques, et même sur le plan économique, sur le plan professionnel. Moi, je crois que la femme vit le martyre tous les jours de sa vie. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse à un type de violence dont sont victimes les femmes. Il s'agit parfois des rites qui rentrent dans nos us et coutumes en Afrique, entre autres le veuvage ou alors l'excision. Le constat qu'on fait, c'est que ce sont des femmes qui font souvent ces rites. C'est-à-dire que les femmes font subir des violences aux autres femmes. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Effectivement, moi je mets ces pratiques-là au compte du manque d'éducation de ces femmes, parce que ces femmes qui veulent perpétuer la tradition, pour leur part, elles pensent bien faire. Mais je voudrais ici signaler que nous devons apprendre à évoluer, parce que des pratiques d'autres siècles ne doivent plus avoir cours à notre époque. Il faut que les gens apprennent à évoluer et ces femmes méritent d'être éduquées, d'être sensibilisées. Je crois que le problème peut se résoudre par l'éducation. Alors, qu'est-ce que la célébration d'une journée comme celle-ci peut apporter comme solution à cette situation qui est décriée? Moi, je crois que cette journée elle est bienvenue parce que le phénomène est réel, parce que le phénomène, mine de rien, malgré le fait que notre pays ait ratifié plein de conventions et de chartes sur le respect des droits de l'homme et des peuples, y compris la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, nous constatons que ces violences continuent, elles sont même devenues endémiques. Donc c'est tout à fait normal et je trouve bien fondé ce genre de journée qui permet à tout un chacun de s'arrêter un tout petit peu pour réfléchir sur ce genre de problème. Parce qu'en fait, la violence sur les femmes au Cameroun, ce n'est pas le problème des femmes tout simplement. Le coût de cette violence est très important parce que les conséquences affectent la femme, affectent les enfants, affectent toute la société, toute la communauté. Et je dis c'est plein de gâchis pour notre pays qui a besoin de toutes ces potentialités dont regorgent les femmes pour pouvoir accéder au développement. Alors, on a souvent évoqué le code de la famille au Cameroun, quoique le projet reste dans les tiroirs du ministère en charge de la promotion de la femme. Dites-nous un peu, quel pourrait être, vous, en tant que féministe, celle-là qui lutte pour le bien-être des femmes, quels pourraient être les éléments que vous souhaitiez qu'ils soient intégrés dans ce code de la famille au Cameroun? Je voudrais tout simplement signaler, du moins je constate que beaucoup de gens attendent beaucoup de ce code de la famille, et moi également parce que je voudrais effectivement voir à quoi il ressemble, mais je voudrais signaler que ce code de famille, si nous ne faisons pas attention, il risque d'être comme les autres textes que nous avons ratifiés. Notre constitution même consacre la protection de la femme, notre constitution stipule dans son préambule que tout citoyen, indépendamment, sans distinction de race, de sexe, de religion, de croyance, a des droits indéniables et sacrés. Mais nous constatons que les droits des femmes ne sont pas indéniables, ne sont pas sacrés. Donc, ce code de la famille, je souhaiterais que des dispositifs portant sur le renforcement des éléments non discriminatoires vis-à-vis des femmes figurent dans ces textes et surtout que l'accent soit mis sur le respect de ces textes. Parce que indépendamment des textes, les textes sont là. On dit les hommes font les lois et c'est les hommes qui les violent. Donc si un code de famille peut être le meilleur du monde possible, si la volonté humaine ne veut pas les mettre en application, je crois qu'elle restera lettre morte. Est-ce que ce code de famille, ça fait partie des priorités surtout des femmes qui agissent dans la société civile? Est-ce que vous avez déjà eu à porter ça à l'attention des pouvoirs publics?
Moi, je crois que ce code de famille, c'est peut-être une priorité, mais je souhaiterais, je vois comme priorité la prise en charge de ces femmes. Ces femmes doivent être éduquées. Beaucoup de femmes subissent des violences parce qu'elles sont dépendantes économiquement, parce qu'elles sont analphabètes, parce qu'elles ne connaissent pas leurs droits. Et je crois que le code de famille pour des femmes qui sont analphabètes ou des femmes qui ne connaissent pas leurs droits peut ne pas porter des fruits. Donc je crois que des actions prioritaires en termes d'éducation, de sensibilisation, de formation de ces femmes devraient être davantage développées. Et il n'y a pas que les femmes, parce que je dis que c'est un problème social, parce que la jeune fille également en est victime. Et je crois que l'éducation devrait également concerner les garçons, parce que nous constatons que la violence commence souvent dans la famille, à la maison, et les garçons tendent à répéter ces clichés qu'ils ont eu qu'ils ont eu à enregistrer dans le sein familial, dans le quartier, chez le voisin, et ils tendent à les reproduire dans leur vie adulte, ce qui fait que je crois que ce n'est pas un problème de femmes seulement. Il faut mettre l'accent sur l'éducation, sur la sensibilisation de toutes les composantes de la société, parce que c'est un fléau social et c'est un problème qui concerne toute la nation. Alors, on aimerait savoir, la femme est victime pour vous de ces sévices, de cette maltraitance, beaucoup plus ou quand elle est dans un foyer ou à l'extérieur. Vous avez l'impression que ces victimes, ces violences sont beaucoup plus faites dans quel cadre ? Dans le foyer, ou alors celles qui ne sont pas du tout en couple? Toutes les femmes dans leur composition sociologique sont affectées par des violences. Les femmes au foyer, les femmes, même les femmes âgées, les femmes dans leur lieu de service, toutes les femmes dans leur composant, la jeune fille qui est discriminée à partir de leur famille, de sa famille, qui parfois des familles qui préfèrent parfois accorder des privilèges aux garçons au détriment de leurs filles, des parents, des papas qui violent leurs filles. Donc il y a toutes les composantes de la femme sociologique féminine au Cameroun sont affectées par le phénomène. Donc il n'y a pas de catégorie privilégiée dans ce domaine. Alors est-ce qu'on peut dire comme ça que dans ce registre des victimes aux violences, on ne peut pas également compter des hommes? Est-ce qu'il n'y a pas également des hommes qui sont victimes des violences faites par les femmes? Il y a des hommes qui sont victimes des violences faites par les femmes et nous condamnons toute forme de violence, qu'elle vienne des hommes ou des femmes. Parce que je crois que la dignité humaine est fondamentale et sacrée et tout être mérite d'être respecté, tout être mérite d'être traité humainement. Et si nous parlons aujourd'hui de la violence contre les femmes, c'est parce que majoritairement, ces femmes subissent toutes ces atrocités par rapport aux hommes. Par rapport aux hommes, nous ne daignons pas qu'il y ait des hommes qui soient violentés. Nous ne daignons pas. Et je dis, ce problème de violence contre les femmes, ce n'est pas un procès contre les hommes. Ce n'est pas un procès contre les hommes. Ce n'est pas une guerre déclarée aux hommes. Parce que j'ai dit, c'est un problème. Vous venez de signaler tout à l'heure qu'il y a même des femmes également qui violentent d'autres femmes. Donc, c'est pour ça que je souhaiterais que je proposerais que la sensibilisation et l'éducation concerne toutes les composantes de la société. Cette sensibilisation doit être axée à quel niveau? Au niveau de la famille, à l'école ou bien au lieu de service? C'est cette sensibilisation. Elle doit être ciblée à quel niveau? Je crois qu'à tous les niveaux, parce que, comme je l'ai dit tantôt, le problème commence dans la famille, à la maison. Donc l'éducation, la sensibilisation devrait commencer à la maison et elle devrait se prolonger dans les écoles parce que les enseignants qui reçoivent les enfants ne sont pas que des enseignants, mais ils sont aussi des éducateurs. Ça devrait se faire au niveau des communautés. Vous avez des réunions de famille, des réunions des villages, des réunions professionnelles. Moi, je crois qu'à tous les niveaux, l'éducation peut se faire et aussi la sensibilisation. Élise Djiké, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, tout le plaisir est pour moi. Et à travers ma modeste personne, je crois que c'est la femme camerounaise, c'est la femme tout court qui est honorée ce soir. Et la mère de l'humanité en plus. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette édition. Dans quelques instants, ça sera la météo. Juste après, retrouver Sylvestre Hippolyte Zangaou dans le cadre de 100% Foot. 100% Foot qui reçoit ce soir Joseph Antoine Bell. Merci de nous avoir suivis. Donnons-nous rendez-vous demain à 20h. Vous ne partez pas encore. Vous allez partir, vous attendez qu'on conclue ce journal ensemble. Bonsoir.